le Concorde d'Air France s'élance sur la piste 26 droite de l'aéroport Charles de Gaulle, destination New York. C'est un vol charter. À bord, 9 membres d'équipage et 100 passagers, des touristes allemands qui partent pour une croisière outre-Atlantique. En réalité, le vol va durer 2 minutes et 3 secondes. Voici en images d'archives, de synthèse et en temps réel, l'enchaînement des faits à partir du contenu des boîtes noires. Concorde 045 90. Vous avez des flammes. Vous avez des flammes derrière. Bien reçu. Pas de moteur 2. Ça roule bien. Je coupe Procédure le feu moteur. réacteur. Attention, le badin. Ça roule bien. Je vais se rentrer. 45 90. Vous avez de fortes flammes derrière. Oui, bien reçu. Le train, non. Donc faites à votre convenance. Vous avez la priorité pour le train. Bien reçu. Je percute. Le réacteur 2 là. Je percute. Le badin. Le train ne rentre pas. Le badin. Pompier leader, le Concorde, je ne connais pas ses intentions. Mettez-vous en position près du doublet sud. Pompier leader, correction. Le Concorde retourne sur la piste 09 en sens inverse. Le Bourget. Trop tard. Pas le temps, non. Négatif. Laissez le Bourget. Cinq ans plus tard, Gilles Legelin est le seul acteur direct du drame qui soit vivant. Pour la première fois, il est autorisé à s'exprimer devant des journalistes français. Ce sera face à notre caméra. Témoignage. J'ai autorisé Air France 4590 à décoller au moment nécessaire. Je regardais cet avion au décollage avec mes collègues et subitement nous avons vu apparaître des flammes qui semblaient venir de l'arrière de l'appareil. En même temps que mon collègue qui était à ma droite, je me souviens de m'être jeté sur le bouton d'alerte rouge et d'avoir émis en même temps à l'adresse de l'équipage du Concorde le message les prévenant qu'ils avaient des flammes derrière eux. Concorde 045 90. Vous avez des flammes. Vous avez des flammes derrière vous. À un moment donné, je me souviens d'avoir quitté les yeux de l'avion quand j'ai entendu une voix sur la fréquence qui a été non identifiée, sans doute un pilote dans le ciel. J'ai entendu une voix dire « ça y est, il est au tapis ». J'ai fait ce qu'on appelle j'ai fait 2 messages à l'adresse du Concorde. Et là, évidemment, c'est la partie la plus difficile pour moi, je pense, au niveau émotionnel, puisque j'ai dit au Concorde, Air France 4590, me recevez-vous? Je n'ai jamais eu de réponse. Le 25 juillet 2000, à 16h44 et 36 secondes, le Concorde Air France assurant le vol 4590 s'écrase sur un hôtel de Gonesse. L'avion est totalement détruit et il n'y a aucun survivant. Bilan 113 morts, les 100 passagers allemands, les 9 membres d'équipage et 4 personnes au sol. Dans les heures qui suivent le crash, les enquêteurs du BEA, le Bureau Enquête et Analyse de l'Aviation Civile, sont à l'œuvre. Rapidement, ils récupèrent les précieuses boîtes noires. La première enregistre les sons dans le cockpit et les échanges radio. La seconde enregistre des dizaines de paramètres techniques de l'avion. Les enregistrements sont de bonne qualité et les enquêteurs peuvent travailler. En quelques semaines, le BEA reconstitue l'enchaînement des faits. L'origine de l'accident? Une lamelle métallique de quelques dizaines de centimètres perdue 5 minutes avant le décollage du Concorde par un DC-10 américain de Continental. En plein décollage, à plus de 200 km/h, une roue du train gauche du Concorde percute cette lamelle. Le choc fait exploser le pneu dont un débris heurte violemment l'aile, entraînant une rupture d'un réservoir et une importante fuite de kérosène.
Celui-ci s'enflamme, provoquant des problèmes de moteur et finalement entraînant la perte de l'avion. Le rapport du BEA conclut que l'accident n'était pas prévisible. Et pourtant. Pour mener notre enquête, nous partons en Angleterre. Là-bas, les réserves et les critiques sur Concorde sont plus nombreuses qu'en France. Nous rencontrons un expert très proche des milieux aéronautiques anglais. Et son avis est très différent. Je crois que le crash de Gonesse était tout à fait prévisible, parce que Concorde a connu une incroyable série d'explosions de pneus. Ces explosions étaient déjà survenues à plusieurs reprises, et notamment lors de l'incident de 1979 à l'aéroport de Washington, où vous avez presque exactement les mêmes circonstances. Presque. La seule différence, c'est que dans l'incident de Washington, par miracle, le kérosène ne s'est pas enflammé. De fait, le 14 juin 1979, un Concorde d'Air France frôle la catastrophe à Washington. Les coupures de presse de l'époque en témoignent. En plein décollage, 2 pneus du train gauche explosent et des débris perforent plusieurs réservoirs dans les ailes, entraînant une fuite de carburant. L'incident est sérieux. À Paris, au siège du BEA, aussitôt un enquêteur est désigné et expédié à Washington. Cet enquêteur s'appelle Michel Bourgeois. Retraité dans le sud de la France, nous l'avons retrouvé. 26 ans plus tard, il se souvient parfaitement des détails de cette affaire. Il monte et on voit très bien qu'il perd du pétrole. Ça, la tour de contrôle l'a vu, l'équipage ne le sait pas. Le jet sort, comme on le voit sortir ici, n'est-ce pas, derrière l'avion. Si l'avion fait certaines manœuvres, le jet va se mettre de travers, de côté, et va se mélanger avec les gaz très chauds qu'on ne les voit pas. Mais ils sont là, les gaz très chauds, hein. Et au moment du décollage, il y a la post-combustion. C'est du sérieux, ça. Hein. Et là, si ça prend feu, la flamme recouvre tout, referme tout. Tout est fini. Oh là là. Oh là là, faut pas y penser. Mais pour vous, c'est un miracle que ça n'a pas pris feu? Oui, c'est vraiment... Il y a comme ça des miracles qui se produisent de temps en temps. Un miracle que ce jour-là, il n'y ait eu ni mort, ni blessé, juste une grosse fuite de carburant visible sur cette photo, 7 tonnes en l'espace de 26 minutes. Peu après le décollage, un passager avertit l'équipage de la présence d'un trou dans l'aile. Son témoignage est dans le rapport d'enquête de l'époque. Nous avons retrouvé ce passager, qui vit aujourd'hui dans la banlieue de Washington. En 1979, il voyageait beaucoup pour vendre des avions de chasse dans le monde entier et il avait l'habitude de prendre Concorde. 26 ans plus tard, William Lightfoot, lui non plus, n'a oublié aucun détail de ce vol du 14 juin 1979. Quand l'avion a décollé, au moment de la rotation, nous avons senti de violentes vibrations, comme si on avait éclaté un pneu et que la jante roulait carrément sur l'asphalte. Et juste après cela, après que nous ayons quitté le sol, j'ai vu passer quelque chose à travers mon hublot, projeté vers le haut. Aussitôt, j'ai appuyé sur le bouton pour appeler l'hôtesse. Nous avions décollé, elle est venue, une très jolie Française, et je lui ai dit « Il y a un gros problème là, nous avons un trou dans l'aile de l'avion, regardez ». Elle m'a dit « Non, ce sont juste les volets ». Je lui ai répondu « Non, je travaille dans l'industrie aéronautique, je prends souvent l'avion, ce ne sont pas les volets. C'est un gros trou dans l'aile, regardez ». Elle est allée prévenir les pilotes, et quand elle est revenue, elle m'a dit « Nous savons ce que c'est, nous avons explosé 1 ou 2 pneus au décollage. Ce n'est pas un problème, cela arrive souvent. Nous poursuivons sur Paris, tout va bien. Nous pourrons réparer là-bas, tout va bien. Détendez-vous. » Finalement, quand je lui ai dit que j'allais cette fois aller moi-même dans le poste de pilotage, elle est revenue avec le copilote ou le mécanicien navigant. Je ne sais pas, mais peu importe. Il ne pouvait rien voir, il regardait trop à l'horizontale. C'est pour cela que j'ai pris sa tête pour la plaquer sur le hublot en lui disant « Maintenant, regardez ». Avec 2 pneus explosés sur le train gauche, 11 perforations sur 3 réservoirs
et un trou béant dans l'aile gauche, le Concorde se repose après 26 minutes de vol à Washington. Les passagers, finalement, iront à Paris en Boeing 747. Après ses premières constatations sur place, Michel Bourgeois, l'enquêteur du BEA, lui aussi rentre à Paris. Et durant plusieurs mois, il mène ses investigations avant d'écrire son rapport dans un contexte pour le moins difficile. Est-ce que cette enquête en 1979 a été facile à réaliser? Pas tellement, pas tellement. C'était une enquête qui intéressait beaucoup de gens et il y avait pas mal de réticences. De toute façon, il y a toujours des réticences comme ça. Quand vous avez des questions à poser un peu gênantes, on a l'impression que vous critiquez, par exemple, la compagnie ou l'équipage. Aussitôt, il y a des murs qui se dressent devant vous. Vous ne pouvez pas bien avancer. Toucher à Concorde, ça a toujours été quelque chose de délicat. Concorde a toujours été une affaire d'État. La preuve, cet incident de Washington est évoqué en Conseil des ministres le 3 octobre 1979, où le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, s'interroge. Faut-il arrêter l'avion? Claude-Alain Sarre est un des meilleurs historiens du supersonique. C'était difficile parce que Concorde représentait quelque chose d'important dans l'imaginaire des Français. C'était devenu un mythe, ça n'était plus un avion. C'était plus un objet purement et simplement, c'était un mythe. Et donc, pour un homme politique, casser, détruire un mythe, briser un mythe est toujours une opération délicate. Le ministre des Transports de l'époque, Joël Le Tol, s'interroge lui aussi et pose la question directement à Michel Bourgeois. Il m'a demandé si ça pouvait se reproduire. Je lui ai dit, monsieur, un pneu peut toujours être blessé, enfin ça peut arriver, c'est une chose possible. Peu probable, mais possible. Ah, il m'a dit, parce que si ça peut se reproduire, on arrête les avions. Je lui ai dit, non, on n'en est pas là. On peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, je lui ai dit, vous verrez dans ce rapport, il y a là-dedans des propositions de recommandations. On recommande de faire des études. Il y a des études qui ont été faites. Est-ce que toutes vos propositions ont été appliquées? Non, toutes n'ont pas été appliquées. Mais je n'ai pas été, comment dirais-je, tenu au courant de tout ce qui a été fait après. Parmi les solutions envisagées par le BEA dès 1980, le renforcement des réservoirs pour éviter les fuites en cas de choc après une explosion de pneus. Une mesure qui ne sera prise que 21 ans plus tard, en 2000, après le crash de Gonesse. Pourtant, entre 1979 et 2000, les explosions de pneus vont se poursuivre, entraînant parfois la perforation des réservoirs. Nous nous sommes procuré le rapport du Comité d'hygiène et sécurité d'Air France datant du 12 juin 2003. Il fait la liste de plusieurs incidents du même type survenus sur Concorde. Ainsi, le 15 mars 1979 à Dakar, l'explosion de plusieurs pneus endommage 2 réacteurs. L'incident est considéré comme un précurseur majeur de celui du 25 juillet 2000. Ainsi encore, le 15 novembre 1985 à Londres, l'explosion d'un pneu endommage 2 réacteurs et perfore un réservoir. L'incident est considéré comme un précurseur majeur de celui du 25 juillet 2000. Tous les incidents ne sont pas aussi graves, mais la liste est longue. Et aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'en 24 années d'exploitation, 70 explosions de pneumatiques ont été enregistrées, dont 67 entraînant des dégâts significatifs. Un taux d'incident très nettement supérieur à la normale. Le BEA, dans son rapport, fait même la comparaison avec un Airbus moderne. Entre un A340 et un Concorde, le taux d'explosion des pneus est 66 fois moins élevé. Et cette faiblesse était connue dès l'origine. Nous avons retrouvé un des techniciens du bureau d'études qui, dans les années 60-70, a dessiné le Concorde. Lors des premiers vols, on s'est aperçu finalement que les pneus avaient quand même un taux d'usure important et que ça allait être un point faible sur l'avion et que donc les sociétés fabricantes allaient devoir travailler pour pouvoir permettre à ce train de vraiment tenir tous les atterrissages dans de bonnes conditions. Concorde avait donc un talon d'Achille. Lancé à grande vitesse, les pneus avaient tendance à exploser. Sur un avion ordinaire, l'explosion d'un pneu est un incident mineur, mais sur Concorde, les conséquences pouvaient être dramatiques. Effectivement, lorsqu'il y a un éclatement de pneus,
Hein, comme vous pouvez voir, ces deux pneus-là sont tout de suite très proches des entrées d'air. Et puis, vous avez l'autre côté ici, qui lui, s'il y a un éclatement, et apparemment c'est ce qui s'est produit dans l'accident de Gonesse, eh bien les projectiles vont tout de suite taper le réservoir numéro 5 qui se trouve ici, et ensuite vient détériorer les réservoirs suivants. Concorde est le seul avion de ligne à posséder cette particularité. La proximité entre le train d'atterrissage, les réservoirs et l'entrée d'air des moteurs qui peuvent à la fois absorber des débris et enflammer le carburant. Alors, est-ce qu'au final, Concorde était un avion dangereux? Nous avons retrouvé l'homme qui a délivré en 1976 le premier certificat de navigabilité de Concorde, son premier droit de voler. Et nous lui avons demandé comment se calcule le risque acceptable sur un avion. Pour répondre à votre question, le risque zéro n'existait pas. La philosophie qui voudrait qu'on n'ait pas de panne en matière aéronautique est totalement irréaliste, et sur le plan technique et sur le plan financier. D'un côté, on estime la gravité des pannes, de simple à catastrophique. De l'autre, on estime la fréquence, de probable à extrêmement improbable. Si l'on peut accepter des pannes simples fréquentes, une panne catastrophique doit forcément être exceptionnelle. Un avion ne peut être certifié que si les risques de panne sont au-delà de la partie rouge. Pour vous, pour ce que vous connaissez du dossier, à aucun moment Concorde a franchi la ligne rouge en matière de prise de risque et de sécurité par rapport au tableau qu'on a là? Ma réponse est non. Cet avion n'était pas plus dangereux que les autres. Il a été certifié avec des conditions techniques plus sévères que les avions subsoniques de l'époque. Cet avion n'était pas plus dangereux que les autres avions. En 1976, l'affirmation est exacte. Car les dangers, on va les découvrir plus tard lors de son exploitation commerciale. Mais à partir de là, les explosions de pneus, avec parfois la perforation des réservoirs, vont se multiplier. Et ce, à une fréquence inacceptable pour n'importe quel autre avion de ligne. L'ensemble de la flotte des Concorde français et anglais n'a pas réalisé plus de 18 000 vols, ce qui n'est rien si on compare avec n'importe quel autre avion de ligne traditionnel. Si la flotte de Concorde avait compté, disons, 1 millier d'avions en service dans le monde, Concorde n'aurait pas volé plus d'1 an ou deux parce que ce type d'accident serait forcément arrivé, et ce, beaucoup plus rapidement. Bref, les 12 Concorde français et anglais ont sans doute volé avec un risque supérieur à la normale, alors que des solutions techniques existaient. En effet, dès 1981, Michelin invente un pneu radial pour avion, un pneu qui n'éclate pas. Ces nouveaux pneus sont d'abord montés sur les avions de chasse, puis à la fin des années 80 sur les avions de ligne. Roland Rapaport est l'avocat de la famille du commandant de bord qui pilotait le Concorde du 25 juillet. Il ne comprend pas pourquoi Concorde n'a jamais bénéficié de ce type de pneus. Est-ce qu'on pouvait utiliser ces pneus pour Concorde? La réponse est oui, on pouvait utiliser ces pneus pour Concorde, mais à condition de les adapter. À condition de les adapter parce qu'il y a des efforts particuliers compte tenu de la vitesse atteinte au moment du décollage. Il fallait donc faire des études. Est-ce que ces études ont été budgétées? Ces études ont été budgétées. Combien? 2 millions. Aérospatiale n'a pas voulu faire la dépense. Michelin n'a pas insisté. Et le Concorde a continué de voler avec des pneus conventionnels. En France, même jusqu'en 1996, les pneus pouvaient être rechappés 5 ou 6 fois. Pourtant, les explosions se poursuivent. Souvenez-vous, 70 incidents en 24 ans. Mais personne ne dit rien, ne fait rien ou en tout cas pas grand-chose. Ni l'administration de la DGAC, ni le constructeur aérospatial devenu EADS, ni les compagnies Air France et British Airways, à qui, il est vrai, les pouvoirs politiques ont imposé l'exploitation du Concorde. On ne tire aucune leçon des incidents. Les pilotes sont fiers de piloter cet avion hors norme, les passagers sont heureux de voler à Mach 2, et l'orgueil national des Français et des Anglais est flatté. Vous avez quelle vitesse actuellement?
Cette absence de réaction est même remarquée dans ce document de 2003 du Comité d'hygiène et de sécurité d'Air France. Comment j'explique qu'on n'a rien fait en face d'une situation aussi anormale et aussi dangereuse? Eh bien, les experts écrivent dans leur rapport complémentaire qu'ils viennent de déposer « passivité attentiste ». Passivité attentiste. Concorde, passivité attentiste. Alors pourquoi? Parce que ça n'intéressait plus personne, Concorde. Vous savez, quand on lance un avion, c'est pas pour en construire 16. Il en a été construit 16. Ça coûte cher, les études et tout. C'était un avion dépassé, Concorde. Ce qui fait qu'on s'en est désintéressé. Et qu'on s'intéressait à quoi? On s'intéressait au programme des Airbus. Aussi bien le constructeur que les représentants de l'administration. Et les 12 Concorde poursuivent leur carrière entre Paris, Londres et New York. Jusqu'au 25 juillet 2000, quand l'appareil immatriculé Fox Sierra Charlie s'écrase au décollage. Le risque existait depuis 24 ans. Simplement, ce jour-là, quelques circonstances complémentaires lui ont permis de se concrétiser. Olivier Metzner est l'avocat de la compagnie américaine Continental, dont l'avion a perdu la fameuse lamelle. Il est clair que la présence d'une telle lamelle n'aurait jamais eu les mêmes effets sur n'importe quel autre avion que le Concorde. Sachant que ce jour-là, en plus, il y avait des causes d'aggravation de l'envol du Concorde, des pneus usés, des pneus dont on sait maintenant qu'ils n'étaient pas adaptés au Concorde. Il y avait une surcharge de l'avion, il y avait différents éléments qui ont aggravé la situation. De fait, le jour de l'accident, le Concorde était en surcharge, entre 1 et 4 tonnes selon les calculs. Et un des circuits électriques commandant la gouverne de direction était en panne. Mais surtout, il manquait une entretoise, une pièce importante sur le train gauche. Le rapport officiel du BEA considère d'ailleurs que cette absence est une erreur grave de la maintenance d'Air France, mais considère également que cette absence n'est pas une des causes de l'accident. Ce n'est pas l'avis de ces deux hommes. À gauche, Jean-Marie Chauve, ancien commandant de bord Air France sur Concorde. À droite, Michel Suot, ancien officier mécanicien sur Concorde. Tous les deux ont volé durant plusieurs années sur le supersonique. Et eux en restent persuadés, l'absence d'entretoise a bel et bien eu une conséquence. Cette pièce en jaune à l'image sert à maintenir parfaitement alignés les roues avant et les roues arrière du train d'atterrissage. Son absence peut entraîner un ripage, un peu comme sur une voiture dont les roues ne seraient plus droites. Cette légère déviation peut entraîner beaucoup de choses comme fatiguer l'ensemble des pneus, puisque il est probable que le train gauche n'était pas tout à fait parallèle à l'axe de piste. Conséquence, les pneus se seraient fragilisés. Ils auraient même chauffé au point d'émettre de la fumée bien avant d'arriver sur la lamelle. Et pour étayer leur théorie, les deux hommes s'appuient sur des faits. Ainsi, d'après les relevés des boîtes noires, il apparaît que le commandant de bord, Christian Marty, a dû compenser une tendance de l'avion à partir vers la gauche dès le tout début du décollage. Ce relevé est très parlant, c'est-à-dire qu'on voit bien les mouvements du palonnier qui part sur la droite pour remettre l'avion dans l'axe. Et les chiffres sont là. La tendance à partir sur la gauche est 5 à 10 fois supérieure à la normale. Le Concorde aurait donc eu des difficultés dès le début du décollage, bien avant de rencontrer la lamelle. Un autre indice, le témoignage de 3 pompiers professionnels de Roissy. Ils étaient de service ce jour-là à la caserne située à 300 mètres de la piste et regardaient l'avion décoller. Voici le plan de la piste et l'emplacement de la lamelle perdue par le DC-10. Voici maintenant la trajectoire du Concorde et la position des pompiers. Les 3 hommes ont affirmé aux enquêteurs avoir vu de la fumée dès ce point indiqué en rouge. La réalité ne serait donc pas
cette image, mais plutôt celle-ci, avec une émission de fumée avant d'arriver sur la lamelle. Pour Michel Suot et Jean-Marie Chauve, ces témoignages sont capitaux. Officiellement, l'accident a eu lieu lorsque l'avion rencontre la lamelle vers 1724 mètres. Alors on peut se poser la question, pourquoi 900 mètres avant, le premier pompier a signalé ces effets de fumée? Nous avons contacté les 3 pompiers. Un seul a accepté de nous raconter au téléphone ce qu'il a vu précisément le 25 juillet 2000 à 16h42. Voici son témoignage. J'ai vu une fumée noire, comme on dit, et ça a commencé par un début d'incendie, quoi. Avant? Voilà, c'est ça, ben oui. Moi, c'est passé devant notre fenêtre, comme je vous disais, on est positionné de façon à ce que les avions décollent et atterrissent. Donc on l'a vu, j'ai vu la fumée noire avant. Avant que le Concorde ne passe devant votre caserne. Avant que le Concorde passe devant moi, quoi. Avant qu'il ne passe devant vous, oui. Dans le poste. Et est-ce que tous ces événements ont contribué à fragiliser le train d'atterrissage au point de le rendre vulnérable à un choc avec la fameuse lamelle? Certainement, certainement. On peut même... pas le train, mais au moins les pneus. Enfin, dernier indice troublant noté par les 2 anciens pilotes, un manque de puissance de l'avion. Au moment du décollage, l'appareil aurait mis plus de temps pour acquérir la pleine puissance. 1, 2, 3 et 4. Bon, Concorde est le seul avion au monde à avoir une possibilité de contrôler la poussée disponible des 4 réacteurs. On pouvait s'en apercevoir qu'elle était opérationnelle lorsque ces 4 lampes vertes étaient allumées. Voici un document exclusif tourné plusieurs années auparavant à bord du Sierra Charlie, l'avion qui s'est écrasé en 2000 à Gonesse. Aux commandes, Jean-Marie Chauve lui-même. Voici en temps réel le délai d'allumage des 4 lampes vertes. Elles doivent indiquer, avant la vitesse de 185 km/h, la pleine puissance des réacteurs. Cette fois-ci, 9 secondes. En théorie, ces 4 lampes vertes devaient être allumées au maximum dans les 12 secondes. Et le 25 juillet, en apparence, c'était 18 secondes, dont un doute. D'après les calculs des 2 pilotes, si l'avion avait disposé de sa pleine puissance, il aurait décollé avant d'arriver sur la lamelle métallique. Aujourd'hui, les 2 hommes s'interrogent carrément sur l'état mécanique du Concorde Sierra Charlie. L'avion n'aurait pas dû être mis en piste. Et je serais presque formel là-dessus. Mais qu'il y avait une pression commerciale telle, et c'était le dernier avion disponible, il fallait partir avec cet avion. Air France n'a pas souhaité s'exprimer sur le crash du Concorde et s'en tient pour sa part aux conclusions du rapport du BEA, qui n'engage pas directement sa responsabilité. Dès l'été 2000, une instruction judiciaire est ouverte pour déterminer les responsabilités. Le juge Christophe Régnard travaille depuis 3 ans et demi sur le dossier qui compte aujourd'hui 44 tomes et remplit 2 armoires. En avril, il a procédé à la mise en examen de la compagnie américaine Continental, propriétaire du DC-10 qui a perdu la lamelle. Il y a 15 jours, il a reçu au tribunal de grande instance de Pontoise les parties civiles pour les informer de son intention de procéder à de nouvelles mises en examen. Cette fois, elle viserait la Direction générale de l'aviation civile et le constructeur EADS. Pourquoi? La Direction générale de l'aviation civile, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de veiller aux conditions dans lesquelles s'effectue le transport aérien, de veiller à ce que le transport s'effectue dans de bonnes conditions au plan de la sécurité. C'est sa mission essentielle d'y veiller. Et il apparaît du dossier qu'à propos de Concorde, elle a failli. Et quand je dis elle a failli, c'est le mot des experts. Du côté de l'administration comme du côté du constructeur, on a failli. Concorde était et demeure la plus belle réussite technologique des années 60 en matière aéronautique.
Incontestablement, c'était un avion extraordinaire. Le seul à propulser les passagers à Mach 2. Mais c'était également un avion fragile, difficile à piloter et très cher à entretenir. S'est-on donné les moyens, tous les moyens de faire voler au quotidien un avion d'exception, et ce en toute sécurité? Aujourd'hui, c'est à la justice de trancher. Et le juge d'instruction chargé de ce dossier devrait entendre dans les semaines à venir les responsables de l'époque de la Direction générale de l'aviation civile et les fabricants de Concorde. Par ailleurs, la responsabilité de la compagnie Air France serait-elle écartée ?